Maintenant, c'est bon, hein, vraiment c'est bon, c'est un très bon début. Je vois que le capital est là, bien que ce n'est pas suffisant, mais le gap de financement est important aussi. C'est l'objet même de cette session-là. Maintenant, lorsque on a répondu aux 3 questions suivantes, en fait, qui ont précédé. Donc, lorsque la requête de financement se justifie, ici donc, on a réglé les problèmes des conditions préalables. On a une capacité technique, on a une capacité financière, on a une capacité commerciale. Alors, si la requête de financement se justifie, il y a encore 2 questions qui sont importantes à analyser. Est-ce que je suis éligible à la requête de financement? Est-ce que je suis éligible à la requête de financement? Deuxième question qui est importante, quelles sont les caractéristiques du crédit que je veux prendre? Le crédit que je veux prendre, est-ce que c'est un crédit à court terme? Quel est le taux d'intérêt qui est appliqué? Quelles sont les garanties qui sont assorties? OK? Est-ce que je bénéficie d'un délai de grâce? Le délai de grâce, c'est le différé de remboursement. Donc, il y a 2 questions qui vont s'ajouter, n'est-ce pas, aux 3 questions antérieures, les conditions d'éligibilité. Est-ce que je suis éligible maintenant à la requête de financement? Vous savez que c'est un processus long. J'ai répondu à 3 questions préalables. Capacité financière, capacité technique et capacité commerciale. Donc, je dis oui, un peu partout, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, on suppose que maintenant, vous allez franchir un autre cap. C'est de répondre maintenant aux conditions d'éligibilité. Et de savoir quelles sont les caractéristiques du ou des crédits que vous voulez prendre. On va un peu s'attarder un peu sur les conditions d'éligibilité à la requête de financement. Alors, c'est des questions sur lesquelles le banquier va vous poser un certain nombre de questions et que vous allez retrouver dans tout formulaire. On va y revenir demain, même dans l'autre simulation. Et la première question pour le banquier, comme condition d'éligibilité, quel est le statut de l'emprunteur? Est-ce que vous êtes une personne physique? Vous empruntez en tant que personne physique particulier? Ou est-ce que vous empruntez en tant que personne morale? Et si j'emprunte en tant que personne morale, il faut préciser le statut juridique. Donc, statut emprunteur, il faut dire personne physique, personne morale. Pour les personnes physiques, c'est les particuliers, vous et moi. Ça veut dire que, ici, on considère que c'est la personne institut personnel qui va emprunter l'argent. Maintenant, si c'est une personne morale, il faut nécessairement maintenant être plus pointueux et dire, est-ce que vous êtes une entreprise individuelle? Est-ce que vous êtes une SARL? Est-ce que vous êtes un GIE? OK? Est-ce que vous êtes également un SNC? OK? Etc. Est-ce que vous êtes SA? Ou est-ce que vous empruntez en tant que l'État? Vous voyez un peu? Parce que le banquier considère que la personne morale est plus risquée que la personne physique. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Oui? Prenez le micro. Pourquoi on considère que la personne morale est plus risquée que la personne physique? Oui? Oui, allez-y, prenez le micro. Oui, il est en train après. Bonjour. Oui, bonjour. Ok, la différence entre la personne morale et, par exemple, un entrepreneur personnel, c'est dans la poursuite. Si vous êtes la seule personne à créer une entreprise, si le banque veut vous poursuivre, il veut prendre vos biens. Alors que si ça concerne une entreprise
de personne morale, on ne peut pas vous poursuivre. Oui, mais La personne en tant que telle. Mais si on est entrepreneur individuel, on peut vous poursuivre à 100%. À 100%. Oui, mais quand on est SARL, c'est suivant quand même la responsabilité en fonction de ce que vous apportez dans... De ce que votre apport personnel. Alors, la différence ici est simple, oui. Il y avait une main ici et là. Oui, avant qu'on... Oui. Rapidement. Je pense que si, par exemple, l'entreprise tombe en faillite, on ne peut plus poursuivre l'entreprise. Du coup, c'est plus risqué ou bien? Si, on peut poursuivre l'entreprise. On peut aller même jusqu'à vendre tous les biens de l'entreprise pour un peu le recouvrement des créances. Vous savez, les banquiers suivent même les gens jusqu'à la tombe. Hein? Ça, il faut savoir. Hein? Oui, en partie, c'est ce que je dis. Oui, allez-y. Et moi, en fait, je pensais que c'était plus au niveau du montant, peut-être emprunté. Oui, montant. Pourquoi c'est plus risqué ici, montant, on a dit? Parce que pour un particulier, ben, pour une entreprise, le montant il va être plus élevé. Alors que pour un particulier, on ne va pas forcément lui prêter. Mais Diop, je vous dis, hein, souvent, vous pouvez voir des personnes physiques qui peuvent emprunter 40 millions, alors que vous, il y a des besoins qui ne dépassent pas 2 millions. Vous voyez un peu? Ici, c'est lié à la volatilité de l'activité. Pour résumer un peu. La personne physique a un revenu, souvent même fixe, et sûr, parce que il a un salaire, il sait ce qu'il gagne, tout ça, et il y a ce qu'on appelle la domiciliation. La banque suit un peu le rythme quand même du salaire de la personne. Sauf peut-être incidence de dernière minute, on considère que les personnes physiques sont moins risquées que les personnes morales. Alors que pour les personnes morales, le problème c'est qu'il y a une certaine fluctuation de l'activité. Votre chiffre d'affaires dépend de la conjoncture. Votre chiffre d'affaires dépend de la conjoncture. Votre rentabilité dépend de la conjoncture. Ça veut dire que vous avez plus de risques pour la banque que lorsqu'on est particulier. Aucune entreprise ne maîtrise à 100% son rythme d'activité. Parce que ça dépend de la conjoncture. Et la difficulté pour le banquier, c'est justement d'avoir une idée très précise de ce que la personne morale, qu'elle soit entreprise individuelle, qu'elle soit SARL, qu'elle soit GIE, on le compte. Oui, allez-y. Quelqu'un. En fait, j'avais deux questions à poser. Oui. À savoir, si vous avez un prêt en tant que personne physique. Le micro, s'il vous plaît. Si vous avez un prêt en tant que personne physique, et qu'au moment de déposer pour le prêt, vous avez donné en garantie un terrain ou un immeuble Oui. qui ne répond pas à la valeur du prêt. Si une fois vous n'êtes pas en mesure de payer, est-ce que la banque peut vous poursuivre en Suisse vos autres biens? Si ce n'était pas hypothéqué. Oui. Alors, si ce n'est pas hypothéqué, ce sera un peu une responsabilité civile. Maintenant, il faut savoir que si ce n'est pas hypothéqué, la banque, peut-être dans un premier temps, ne peut pas réaliser les garanties parce que c'était des biens qui n'étaient pas hypothéqués. Par contre, ce que fait la banque, c'est que quand vous êtes en contentieux avec elle, elle va chercher par tous les moyens à être remboursée. Maintenant, ce sera une action civile. On va aller, n'est-ce pas, au tribunal, n'est-ce pas, du commerce, et on va vous demander, n'est-ce pas, de payer. Maintenant, comment vous allez payer, c'est à vous quand même de voir. OK? Maintenant, ça peut être d'autres formes peut-être de remboursement que vous pouvez avoir. Mais la banque n'a pas le droit, quand le bien n'est pas hypothéqué, de vous prendre ce bien-là en réalisation. Et si c'est une entreprise en cas de faillite, Oui. et que la banque saisisse tous les biens corporels, est-ce que là ce sera possible? Vous êtes passible d'une peine judiciaire? Qui? Pour l'entrepreneur? Non, en fait, il faut savoir qu'ici, il y a deux schémas. Si l'entreprise est individuelle, maintenant, il faut savoir que l'entrepreneur répond entièrement et solidairement à toutes les dates, n'est-ce pas, de l'entreprise. Donc, il y a même une confusion entre vos biens et les biens de l'entreprise. Si les biens de l'entreprise ne sont pas suffisants, il peut arriver quand même qu'on puisse saisir, n'est-ce pas, vos biens.
parce que vous répondez solidairement à toutes les dettes, n'est-ce pas, de l'entreprise. OK? Maintenant, il faut savoir qu'une action, le prêt, c'est une action civile. C'est une action civile qui repose sur le civil. Maintenant, lorsque maintenant il peut y avoir des détournements d'objectifs, je l'ai dit la dernière fois, le détournement d'objectifs peut faire un glissement d'une action civile à une action pénale. Je le dis et je le répète. Il faut bien, n'est-ce pas, comprendre cet aspect-là. Lorsque vous faites un détournement d'objectif du prêt, la banque peut passer d'une action civile à une action pénale. OK? Donc ça, il faut qu'on soit très clair. Donc on vous finance, on va y revenir, l'objet du crédit. Vous voulez, n'est-ce pas, aménager un terrain pour abriter quand même une production. Limitez-vous, n'est-ce pas, au financement de cet équipement-là. Mais on vous finance 10 millions pour l'aménagement du terrain. Vous allez acheter, n'est-ce pas, une voiture, n'est-ce pas, 4x4, etc. pour montrer qu'on est un grand chef d'entreprise. Mais demain, quand la banque va vérifier que l'argent n'a pas été utilisé, n'est-ce pas, à bonne destination, vous pouvez être poursuivi en action pénale. C'est la raison pour laquelle souvent vous entendez des risques d'emprisonnement, n'est-ce pas, de certains chefs d'entreprise. Je ne vais pas en citer des noms. C'est extrêmement grave. Deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, il faut bien, n'est-ce pas, mesurer la responsabilité quand on prend des fonds publics. Certains fonds existent, l'ADER, etc. Le FONGIP ne finance pas, mais fait ce qu'on appelle de la garantie ou de la bonification. Mais le danger, c'est que quand vous ne remboursez pas les fonds publics, ce n'est plus une action civile, mais c'est une action pénale. Il faut qu'on soit très clair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les fonds publics, le non-remboursement des fonds publics peut amener même le promoteur à une peine d'emprisonnement. Ça, il faut qu'on soit très clair. Ce n'est plus de l'action civile, mais c'est une action pénale. C'est pourquoi vous entendez les 4 P de la DER. Police, prison, etc. Ils sont dans ça. Parce que les fonds publics, pendant longtemps, les gens ont considéré que c'était des fonds perdus. Et donc, ça a un peu bloqué l'efficacité même de ces dispositifs de financement. Parce que dès l'instant où le promoteur considère que je prends l'argent, c'est un fonds perdu, mais vous bloquez en même temps la capacité de revolving de ce fonds-là. Parce que tant que les gens n'ont pas remboursé sur ces fonds ne peuvent pas quand même donner encore de nouveaux financements. Donc vraiment, le crédit, comme disait un vieux, lui il préfère, je ne sais pas dans quelle région on était parti en mission, il disait que lui, le prêt, lorsqu'on lui donne un prêt, il va dire Bismillah. C'est-à-dire, et quand il finit de rembourser, il va dire Alhamdulillah. Il disait que donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Parce que dès l'instant où on vous donne de l'argent, vous dites Alhamdulillah, alors que c'est là où la galère commence. La galère commence quand on vous donne de l'argent qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est la culture, n'est-ce pas, de remboursement, la culture, la volonté de payer. Ça, on va y revenir dans les conditions. Alors, comme donc condition d'éligibilité, il y a le statut de l'emprunteur. Et la banque va toujours voir quel est, n'est-ce pas, votre statut. Bon, ça, je pense que c'est des informations classiques que vous devez avoir à la base. Maintenant, le lieu de résidence est important parce que la banque veut avoir des informations sur l'adressage. Oui? Ah oui, je termine juste ça. Hein. Alors, le lieu de résidence, ça peut être le lieu de résidence de la personne ou même son siège social. Ça n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre le siège social de l'entreprise. La relation d'affaires avec, je termine avec ça, hein. La relation d'affaires avec l'établissement de crédit. Alors, c'est extrêmement important parce que quand vous voulez avoir un crédit auprès d'un bailleur, lui, il va toujours voir quelle est votre ancienneté dans l'établissement. Souvent, les premières conditions de crédit, c'est d'être au moins 3 mois dans l'institution. Minimum, il faut avoir une relation d'affaires, minimum de 3 mois.
Et pendant ces 3 mois, il faut qu'il y ait des mouvements. Entrée et sortie. Pas seulement sortie. Hein. Entrée, sortie. Parce que vous avez déclaré à l'ouverture du compte que vous avez des entrées et c'est sur la base de ça que vous avez fait ce qu'on appelle une domiciliation des revenus. Alors, autrement dit, tout ce que vous avez comme cash flow, on l'avait dit la dernière fois, tout ce que vous avez comme cash flow, tout ce que vous avez comme vente, okay, etc., sur les produits, ça doit être mouvementé, n'est-ce pas, dans votre compte. Maintenant, les sorties, on ne peut pas quand même vous le reprocher, parce que si vous avez de l'argent en entrée, rien ne vous empêche de faire des sorties. Les sorties ici, c'est lorsque vous décaissez pour payer les salaires, etc., ou pour acheter des marchandises. Alors, j'attire juste votre attention, quand vous faites des mouvements d'entrée et de sortie, il faut toujours matérialiser ça par des papiers, des documents officiels. Je vous donne un exemple très simple. Vous voulez payer un fournisseur de 10 à 10 millions, mais n'allez pas à la caisse directement et vous dites donnez-moi 10 millions pour que je paye au fournisseur. Ça, ce n'est pas bon. N'oublions pas que ça peut être même une source de blanchiment d'argent. Et il y a une institution qui est très regardante, c'est la CENTIF. Lorsque vous faites beaucoup de retraits de fonds à la caisse pour des montants même qui dépassent 7 millions, ou même 10 millions, je pense, je ne suis plus le sait parce que ça a évolué, on peut vous mettre en déclaration de soupçon. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de donner la liquidité. Vous devez payer, n'est-ce pas, au fournisseur, mais vous lui demandez, n'est-ce pas, son numéro de compte. Ou vous lui faites un chèque. C'est clair? Évitez de mouvementer des comptes, n'est-ce pas, sur la base de beaucoup de retraits de liquidité. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez être quand même un promoteur exemplaire, irréprochable. Et c'est ce qui permet de rassurer le banquier. Ah, c'est parce qu'il a beaucoup de fournisseurs, etc. Et quand un client vous paye, vous lui demandez toujours de payer, n'est-ce pas, par virement ou par chèque. Et ces chèques-là, vous les déposez au niveau quand même n'est-ce pas, du gestionnaire de compte. Comme ça, il va créditer votre compte. C'est ça, la relation d'affaires. La relation d'affaires, c'est ce qui permet de rassurer le banquier en termes de mouvement entrée et sortie. Et demain, quand vous allez venir, n'est-ce pas, pour emprunter de l'argent, il est rassuré. Parce qu'il va considérer que j'ai un client qui est parfait. Ils ne le disent pas, mais le client est rangé en 3 catégories. Il y a le client avec la couleur vert, le client avec la couleur orange et le client avec la couleur rouge. Vert et orange, c'est bien ou très, très bien même. Vert, ça veut dire que vous êtes un client modèle. Exemplaire, qui n'a jamais eu de contentieux où la relation d'affaires est parfaite, son compte est vraiment bien équilibré, etc. Orange, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez mieux faire, mais c'est bon. OK? Orange, c'est parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas confiance en vous. C'est souvent le cas quand on est un nouveau client. La relation d'affaires joue beaucoup, en tout cas sur la condition de crédit. Ça, il faut bien... La relation d'affaires joue beaucoup sur la condition d'éligibilité au crédit. On va y revenir après la pause, donc on prend 15 minutes. Oui. Monsieur Diop, j'ai 2 questions en ligne. Oui, allez-y. On peut les prendre juste avant la pause. D'accord. Okay. Il y a Moussa Sen qui est depuis Thiès qui dit pour un prêt de plus de 100 millions. Oui. On attend un peu juste les 2 questions. Et puis pardon? Non, je disais qu'on attend un peu pour les 2 questions. Oui, d'accord, très bien. Voilà. Donc Moussa Sen, lui, il dit que pour un prêt de plus de 100 millions, le taux d'intérêt ne peut-il pas être inférieur, par exemple, à 7%? Alors, normalement, ça, le montant peut être supérieur
et le taux d'intérêt faible, à condition que le client soit un bon client. Ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, il y a des entreprises même qui peuvent rapidement lever des fonds à 6%. Tout dépend de la qualité de l'emprunteur. C'est-à-dire, la qualité de signature, c'est est-ce que devant le banquier, on montre que le projet est très rentable? Est-ce qu'on a de bonnes quand même capacités à montrer au banquier que je peux vous rembourser vite et bien? Donc, on peut faire un crédit à 100 millions et tomber sur un taux d'intérêt de 7%, mais ça dépend de la qualité du client. D'accord. Et la dernière question, c'est posée par Salom Sek. Donc, lui, il dit, est-ce que l'accès au financement à travers les banques dépend du coût du projet? Pardon. Absolument. Absolument. Ça, je vous le dis. Plus le projet est dans un secteur prioritaire ou plus le projet est rentable et moins risqué, plus le banquier est dans une perspective de faire, n'est-ce pas, un geste. Vous savez, ils ne le disent pas, mais dans le service d'analyse financière, ils ont déjà priorisé les catégories de projets qu'ils peuvent financer. Si le projet est innovant, si le projet offre de bonnes perspectives de rentabilité, si le promoteur qui est derrière a vraiment toutes les capacités requises, les banquiers, n'est-ce pas, sont prêts à financer le projet. Mais à condition que vous mettez quelque chose également. La garantie. La garantie peut être une garantie personnelle ou ça peut être une garantie à la limite matérielle. La garantie personnelle, c'est l'apport personnel que vous pouvez mettre sur la table. La garantie matérielle, c'est le terrain, c'est etc. Tout ce que vous voulez mettre sur la table. OK? Donc, il y a des conditions d'accès qui sont là et qu'il faut respecter et ça permet un peu de pouvoir rapidement décrocher le financement. OK? Parce qu'ils le disent, hein, les banquiers le disent et ça, il faut bien retenir. Le client peut se passer d'une banque, mais la banque ne peut pas se passer du client. Ça, il faut bien le dire. Pourquoi il ne peut pas se passer du client? Parce que les banques vivent, n'est-ce pas, sur la base des intérêts, des agios, des commissions qu'elles perçoivent, n'est-ce pas, de la clientèle. Mais un client peut décider de ne pas aller voir le banquier et de se limiter juste sur ce qu'il a. Ou de ne pas du tout financer son projet tant qu'il n'a pas une visibilité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils se parlent, il faut également qu'ils se comprennent, il faut également que chacun respecte ses exigences. Autant vous avez des exigences, n'est-ce pas, à respecter, autant les banquiers marchent sur des procédures. Ça aussi, il faut... Aucun banquier ne va vous financer s'il ne respecte pas les procédures en interne. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui disait que si vous voyez un banquier passer par une fenêtre au 4e étage, qui saute, il faut sauter avec lui, parce qu'il n'y a pas de risque. Je disais que la relation d'affaires est un point important, en tout cas à noter dans l'éligibilité du promoteur en financement. Alors, donc, plus vous montrez votre bonne foi envers le banquier, votre engouement également à avoir un compte bien mouvementé, plus ça rassure le banquier. Parce que le banquier, encore une fois, s'intéresse au cash. Ce n'est pas les écritures qui l'intéressent. Hein. Les écritures sont bien belles, mais en réalité, il faut que ça se matérialise par le cash. Et le cash, ça se trouve sur, en tout cas, les mouvements du compte en entrée et en sortie. La capacité de remboursement est un point central, ou on va dire même nodal, dans la requête de financement. Alors, pour le banquier, lorsqu'on parle de capacité de financement, de remboursement, c'est la capacité du promoteur à faire face au remboursement de toutes les mensualités. Il ne faut pas être un promoteur qui paye une fois, n'est-ce pas, et puis qui reste le mois suivant, n'est-ce pas, sans payer. La capacité de remboursement doit être une capacité permanente. Et il y a un ratio que vous allez suivre, n'est-ce pas, en analyse financière, mais je peux vous le donner, c'est le ratio de capacité de remboursement. Alors, ce ratio-là, ce n'est rien d'autre que votre endettement global, ce que l'entreprise a comme dette un peu partout sur ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. OK? Je répète,
Pour le banquier, il va suivre un ratio de capacité de remboursement qui est le rapport entre l'endettement global. OK? L'endettement global, c'est toutes les dettes que l'entreprise, n'est-ce pas, a contractées auprès des bailleurs. OK? Divisé par la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, ce n'est rien d'autre que l'excédent brut d'exploitation, n'est-ce pas? Plus ce qu'on appelle les dotations d'amortissement, moins maintenant ce qu'on appelle les frais financiers. Les frais financiers, c'est ce que vous payez comme charge financière lorsque vous vous endettez. OK? Les frais financiers. OK? Les frais financiers, c'est des charges financières. Je répète, le ratio de capacité de remboursement de la dette ou de l'entreprise, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de l'endettement global sur la capacité d'autofinancement. Et on va prendre ici l'excédent brut d'exploitation. Excusez-moi, ici c'est moins. Moins les dotations aux amortissements, moins les frais financiers. Il peut y avoir d'autres charges annexes. OK? Alors maintenant, ce ratio d'endettement, de remboursement, doit être, suivez-moi bien, inférieur ou égal à 3, au nombre 3. Donc, pour que le banquier considère que l'entreprise a une bonne capacité de remboursement, vous devez avoir un ratio qui ne doit pas dépasser la valeur 3. OK? Si c'est supérieur à 3, ça veut dire que l'entreprise n'est pas solvable financièrement. On est d'accord? Donc, bien surveiller ce ratio-là. Et le banquier va beaucoup voir ce que vous avez comme endettement global divisé par votre capacité d'autofinancement. C'est la capacité financière ici de l'entreprise à faire face, n'est-ce pas, à tout ce qui est possibilité de financement en interne. Maintenant, le ratio ne doit pas être, doit être inférieur ou égal à 3. Dans ce cas, on va dire que bonne capacité de remboursement. Alors, si c'est supérieur à 3, ça veut dire que ça, c'est pas bon. Je répète, le ratio de remboursement de l'entreprise doit être inférieur ou égal à 3, à la valeur 3. Si c'est le cas, on va dire que l'entreprise a une bonne capacité de remboursement. Et c'est ce que le banquier va suivre, n'est-ce pas, dans les conditions de l'éligibilité. Parce que n'oublions pas que le banquier a des analyses de crédit. Quand vous leur donnez le dossier, avec votre business plan, avec tout, ils vont analyser. Et donc, quand vous avez un ratio qui est supérieur à 3, ça veut dire qu'on considère que si on vous prête de l'argent, ce serait trop risqué pour la banque. Parce que vous avez un niveau d'endettement très élevé. OK? Et donc, si on vous prête de l'argent, vous allez faire ce qu'on appelle le seul bouquet. C'est-à-dire que vous allez juste prendre notre argent pour pouvoir payer, n'est-ce pas, d'autres dettes. Et ça tue une activité. OK? L'autre condition qui est sous... Oui, allez-y. Allez-y. Le chiffre 3 est bien. Alors, c'est une norme. Hein? C'est une norme qui est définie en analyse financière. C'est une norme, hein, je ne l'ai pas définie, c'est une norme en analyse financière. Lorsque donc vous calculez votre ratio et que vous avez un ratio qui dépasse 3, la valeur 3, c'est pas bon. Vous devez avoir un ratio de capacité de remboursement qui est strictement inférieur ou égal à 3. Si c'est égal à 3, tant mieux. Si c'est inférieur à 3, tant mieux. Mais ça ne doit pas dépasser 3. Quand c'est 4, c'est pire. Ça veut dire qu'on va dire que même l'entreprise a, n'est-ce pas, un ratio d'endettement malsain. OK? Donc, bien surveiller ça aussi. Hein. Lorsque vous aurez à calculer vos éléments, il faut savoir que la banque va suivre votre capacité. Parce qu'il va se soucier, ou le banquier va se soucier de son argent qu'il vous a prêté. Est-ce que vous avez un potentiel qui permettra de pouvoir rembourser la dette? L'autre élément peut-être qui est un peu subjectif, mais il faut le dire, hein, c'est la volonté de rembourser.
Ça fait un peu rire, mais la volonté de rembourser. Vous pouvez voir des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la volonté de rembourser. Qui font ce qu'on appelle un papillonnage financier. Le papillonnage financier, c'est celui qui va juste trouver, n'est-ce pas, de l'emprunt un peu partout. Mais c'est des gens qui sont à la limite des mauvais payeurs. Mais attention, je vous le dis tout de suite, cette volonté, n'est-ce pas, de rembourser peut compromettre même la viabilité de votre entreprise. Parce que plus vous avez la mauvaise volonté de rembourser, plus vous allez hypothéquer même les biens de votre entreprise. Parce que la banque va chercher par tous les moyens à être remboursée. Et ça peut... Vous savez, un bon promoteur, c'est celui qui doit avoir également une bonne probité morale. Vous savez, dans les banques, ils ne vous le diront pas, mais c'est important. Ils ne le diront pas, pardon, mais c'est un élément important. Le fait de suivre la moralité ou le degré de probité morale de la personne. C'est des questions psychologiques pour savoir est-ce que cette personne-là, à qui je donne mon argent aujourd'hui, est-ce que cette personne va me rembourser demain? Donc ça, c'est un élément important, la volonté de rembourser. Et souvent, les banques vont même jusqu'à demander le casier judiciaire. Ah oui, dans le dossier de prêt. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir est-ce que le promoteur-là n'a pas eu de problème judiciaire ailleurs. C'est ça. Parce qu'il vous donne l'argent des déposants. Donc le crédit, c'est ça. Vous prenez l'argent des déposants d'une main gauche et vous donnez ça, n'est-ce pas, par la main droite sous forme de crédit à d'autres. C'est ce qu'on appelle deposit make loans. Les dépôts font les crédits. C'est quand même une théorie qui est là. Vous prenez les dépôts des gens et vous les octroyez en termes de crédit. C'est une lourde responsabilité pour le banquier, mais également pour le promoteur. OK? L'autre condition, c'est l'objet du crédit. Ça, je pense qu'il faut vraiment que chers promoteurs, que vous sachiez que quand vous prenez un crédit pour aménager un site, il faut respecter ça. Je veux acheter des équipements, il faut que je respecte ça. Et de plus en plus, les banques sont très regardantes. Les bailleurs de fonds sont très regardants sur l'objet du crédit, la destination du crédit. Ils vont surveiller ça jusqu'à vous proposer ce qu'on appelle des visites clientèle. Il faut se préparer à ça aussi. Au lieu de vous donner 15 millions, ils vont vous donner juste, n'est-ce pas, 5 millions, le temps de pouvoir quand même leur montrer que vous êtes sur une bonne trajectoire. Et donc, plus vous avancez, plus ils vont vous financer. Et souvent, même certaines institutions demandent des factures pro forma pour payer directement aux fournisseurs. C'est pour éviter justement les détournements d'objectifs. Ce n'est pas une action civile, hein, ça je le dis tout de suite. C'est une action pénale lorsque vous faites un détournement d'objectifs. Et ce qui tue beaucoup de projets, c'est ça. Ce qui tue beaucoup de projets, c'est le détournement d'objectifs. J'ai un projet avicole. À un moment donné, on me donne 5 millions. Je sens que je ne peux pas aller dans ce projet-là. Je vais m'orienter sur je sais pas, un projet d'agriculture, de blé ou de satue ou de maïs. Ce n'est même pas les mêmes références techniques. Ce n'est pas le même circuit de commercialisation. Ce n'est pas le même business plan. Mais vous dites que je vais faire une politique d'ajustement par variable. Mais ça tue l'activité. Parce qu'ils n'ont pas le même cycle de production, le même cycle de commercialisation, et vous n'aurez pas le même niveau de cash flow. Tout détournement d'objectifs mène à une insolvabilité. Ça, je vous le dis. Le détournement d'objectifs également, c'est de faire en sorte que vos appétits personnels ne puissent pas être transposés dans le projet. Il faut que je montre que je suis un promoteur. J'ai demandé un financement de 100 millions. Il faut que j'achète, n'est-ce pas, une voiture BMW 6 à 50 millions. Il faut que je montre que je suis un promoteur.
Mais est-ce que cette voiture que vous achetez à 60 millions va générer de la valeur? Non. Vous voyez un peu le problème? C'est ça. Alors que j'ai besoin de 100 millions et ces 100 millions-là doivent être répartis, n'est-ce pas, sur le cycle, n'est-ce pas, de mon activité. Cycle d'approvisionnement, cycle de production, etc. Donc ça aussi, il faut l'éviter. L'objet du crédit, et les banquiers sont très regardants maintenant sur ça. Dans le financement de certains montants, on ne va jamais vous donner tout. Ils vont vous donner par débours, ce qu'on appelle les débours. Premier débours, deuxième débours, troisième débours, jusqu'à la fin. Comme ça, ça suit un peu le rythme d'activité du projet. L'autre élément qui est souvent demandé comme condition, c'est les crédits antérieurs ou en retard. Alors, pourquoi les crédits antérieurs sont importants pour le banquier? Parce que ça lui permettra de savoir est-ce que le client qui est devant moi est un client qui est solvable ou non. Ça, c'est plus pour ceux qui sont dans la banque d'abord, mais ceux qui sont dans les autres banques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a un dispositif maintenant que les banquiers ne vous disent pas beaucoup, mais c'est le dispositif du BIC, le Bureau d'information sur le crédit. Ça, il faut qu'on se le dise tout de suite. Hein. Vous ne pouvez pas échapper aux banquiers maintenant. Sur les crédits antérieurs, le Bureau d'information sur le crédit. C'est un bureau qui capitalise tous les crédits, Bureau d'information sur le crédit. On l'appelle BIC. Alors, au Sénégal, il y a ce dispositif-là, mais on l'appelle le Crédit Infovolo. Crédit Infovolo qui se trouve à Mermoz. Crédit Infovolo. Ils sont à Mermoz. Alors, l'objectif du BIC, c'est quoi? Oui, c'est de faire en sorte que toutes les informations sur la clientèle, bien sûr, pour être fiché au niveau du BIC, il faut être client d'une banque ou d'une institution de microfinance, okay? D'une grande institution de microfinance. Et toutes les informations sur nous, en tant que client des banques ou des institutions de microfinance, le BIC les a. Pourquoi? L'objectif, ce n'est pas de jouer à la police, mais l'objectif, c'est de permettre à toutes les banques, lorsqu'il y aura un client qui va se présenter pour une opération de crédit, que cette banque ou cette institution de microfinance puisse consulter la plateforme pour voir est-ce que le client n'a pas de crédit en retard ou est-ce que le client déjà avait un crédit. S'il avait un crédit, est-ce qu'il est en train de payer? Si oui, combien il lui reste? Quelle est sa capacité d'endettement? Quelle est sa capacité de remboursement? Quel est son niveau d'endettement, etc., etc. Et c'est maintenant un rapport de solvabilité que le BIC va donner à chaque banque. Le rapport de solvabilité permet à chaque banque d'avoir, en tout cas, un outil de prise à la décision. Donc, ça veut dire que si vous avez un retard de paiement dans une banque A et que vous allez dans la banque B pour demander un crédit, vous n'allez pas échapper. Parce que la banque B va consulter le BIC sans vous le dire. On est clair? Attention, mais il faut signer justement ce qu'on appelle une fiche de consentement préalable. Ce qu'on appelle la fiche de consentement préalable qui permet à toute banque de pouvoir regarder vos données parce qu'il y a quand même une confidentialité qui est là. Mais cette fiche-là, lorsque vous allez demander un crédit, le banquier va vous donner cette fiche et vous allez signer. Si vous ne signez pas cette fiche, vous n'aurez pas de crédit. Il faut qu'on soit très clair. Hein. Si on veut être transparent, il faut être transparent jusqu'au bout. Parce que cette fiche-là permet à cette banque B de consulter vos données sans vous le dire. Donc attention, donc soyons vraiment parfaits dans nos relations avec les banques. OK? Donc évitez les retards. Alors, dès l'instant où vous avez 3 mois de retard, déjà c'est suspect dans un crédit, ce qu'on appelle le crédit en souffrance. Donc 3 mois d'impayé, on parle de crédit en souffrance. Le crédit en souffrance, ça veut dire que le crédit n'est plus sain. Hein? Oh là là, je vais casser le truc de Dieu là.
dès l'instant où on reste 3 mois sans payer, c'est un crédit, n'est-ce pas, en souffrance. Ça veut dire que vous commencez à être un mauvais client. Donc il faut l'éviter. 3 mois, crédit en souffrance et vous serez fiché. Ça veut dire que si vous prenez un crédit ailleurs, cette banque-là ou cette institution de microfinance va regarder déjà votre cotation. Oui, il y a quelqu'un qui était... En fait, les banques font ce qu'on appelle le modèle scoring. Le modèle scoring. Oui, oui, c'est ça. Juste. Analyse économétrique. Et là, on dit qu'un certain M. Diop, qui a 2 femmes et qui a 5 enfants, ne peut pas... C'est pas M. Diop, moi. Hein. Ah non, non, pas vous. Vous avez pris l'exemple. Non, parce vous que... pouvez prendre M. Diaye, etc. Avec l'événement des Big Data, ils font une analyse de données. Tout à fait. Big Pour Data. dire voici les clients solvables ou pas. Parce que du moment que vous voulez un prêt, ils vont voir si d'habitude les jeunes ne payent pas ou d'habitude les gens qui payent sont des entrepreneurs qui ont une entreprise qui a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. C'est ça. Et du coup, parfois, c'est une manque de chance parce que vous êtes jeune, vous avez une très bonne idée, mais parce que les jeunes qui avaient bénéficié des prêts n'avaient pas payé, on vous classe comme un client qui ne peut pas payer. Oui, oui, bon, en fait, ça, c'est des modèles internes de scoring, comme on dit, la notation interne au niveau des banques. Mais c'est justement pour parfaire ces anomalies-là que la Banque centrale a mis en place le BIC. C'est justement parce que le BIC a l'avantage de capter toutes les informations sur n'est-ce pas, sur le profil, n'est-ce pas, du client. OK? Et donc, ça, c'est un bon outil d'aide à la décision pour une banque. Parce qu'avant, les banques n'avaient pas l'information sur le client de d'autres, bien qu'ils se parlaient au téléphone, mais il n'y avait pas un dispositif de partage de l'information sur le crédit. Mais désormais, vous ne pouvez plus faire du papillonnage financier. Vous prenez un crédit, n'est-ce pas, dans une banque A, sachez que l'autre banque est au courant de ça. Et ils ne vous disent pas ça. C'est ça. Donc c'est bon quand même de jouer à la transparence financière. Et on va aller même jusqu'à demander dans ce BIC que vous puissiez quand même préciser les éléments sur vos états financiers. Attention donc. Attention donc. Vous ne pouvez pas donner de bons états financiers à une banque A et que vous passez d'une banque A à une banque B et les états financiers changent. Attention donc. Alors que dans le BIC, on capte toutes les informations sur la clientèle, aussi bien la clientèle personne physique que la clientèle personne morale. Oui. En fait, j'ai une question. Vu que le taux de bancarisation au Sénégal, il est bas, 20%. mais comment on fait pour vraiment évaluer ça? Parce que c'est compliqué. Alors, pour le taux de bancarisation, il faut savoir qu'il y a 3 taux. Bon, il y a ce qu'on appelle le taux de bancarisation strict. Ce n'est rien d'autre que on prend le nombre de comptes disponibles au niveau des banques seulement. Les banques ici, quand je parle de banques, c'est CBAO, BICIS, etc. Alors, donc on prend le nombre de comptes ouverts dans ces banques-là, divisé par ce qu'on appelle la population adulte. OK? La population adulte, c'est une population donc, qui est là, et adulte et active. Adulte et active, donc qui est en activité. OK? Et donc, ce taux de bancarisation strict, seulement pour les banques, c'est 20%. Je vous donne les derniers taux. Le deuxième taux, c'est lorsque maintenant, on va ajouter les comptes qui sont ouverts dans les institutions de microfinance. Si on ajoute, n'est-ce pas, les institutions de microfinance, on est à 30%. Donc, ça veut dire qu'il y a 10% de contribution pour les institutions de microfinance. Mais quand on prend la monnaie électronique, les comptes ouverts au niveau des banques, au niveau des institutions de microfinance, on est à 57%. Ça veut dire que le mobile banking est en train de constituer une alternative au taux de bancarisation. D'ailleurs, même les gens évitent maintenant le taux de bancarisation parce que le taux de bancarisation n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir une personne qui ouvre son compte, mais qui n'a rien à mettre dans le compte. Et est-ce que vous savez que quand le compte reste pendant 8 ans sans mouvement, c'est un compte dormant? Vous ne pouvez plus l'utiliser. Ça aussi, il faut le savoir. Si vous restez 8 ans sans mouvementer le compte est gelé et s'il y avait de l'argent, tout est transféré au niveau de la Banque centrale.
Et le titulaire doit maintenant faire une autre demande pour demander une réactivation de son compte. Donc ça aussi, il faut le savoir. Si vous restez 8 ans sans mouvement, et c'est possible, hein, parce qu'on est dans un pays où peut-être le niveau de revenu n'est pas tellement garanti. Vous pouvez voir quelqu'un qui ouvre juste son compte, juste, n'est-ce pas, parce qu'on lui a demandé ça, parce que l'ambassade lui a demandé ça, ou parce qu'il perçoit juste, n'est-ce pas, son salaire sur ce compte-là. Donc, le taux de bancarisation n'a pas de sens, parce que vous pouvez voir quelqu'un qui a un compte, mais qui ne fait pas mouvementer son compte quand il faut. Et donc, c'est pourquoi, de plus en plus, les gens évitent le mot bancarisation et on a tendance à utiliser plus l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est celui qui a un compte Orange Money, un compte Tigo, un compte Expresso, un compte Wari, etc. Et on va y ajouter maintenant toute la contribution des banques. Et on voit que maintenant, de plus en plus, il y a des banques même qui s'orientent vers le mobile banking. C'est le cas de la EGBS, c'est le cas de BDK, etc. IBA, etc. C'est toutes les contributions de ces banques-là, opérateurs dans l'inclusion. Malheureusement, c'est un drame dans notre pays. 20%, alors que quand vous allez dans les autres pays, on est à 98%. Le taux de bancarisation. C'est ça aussi. Les causes, on les connaît. Il n'y a pas tellement de confiance vis-à-vis du système. Et les gens préfèrent, quand ils vont ouvrir un compte, c'est parce qu'ils attendent à avoir quelque chose. Un crédit, etc. C'est ça. Oui? Vous pouvez prendre un. Oui, je disais, je pense qu'au-delà du fait d'attendre quelque chose, il y a aussi le fait que quand vous allez déposer votre argent chez une banque, ils vous mettent toutes sortes de frais, alors que c'est vous-même qui leur donnez vos fonds. Donc là aussi, il y a, c'est pas ça qui se fait partout en tout cas. Donc, alors, si c'est un compte d'épargne, normalement, vous ne devez pas être frappé de frais, parce que le compte d'épargne est sans... Maintenant, quand il s'agit d'un compte courant, c'est là où il y a des problèmes. Ouais. Parce que le compte courant, le banquier considère que il y a ce qu'on appelle des frais liés à la tenue de votre compte. C'est comme quelqu'un qui vous loue sa chambre. À la fin du mois, il s'attend à ce que vous lui donnez un petit loyer sur... Maintenant, ça, c'est des exigences maintenant qui sont là, cambières, mais qui freinent justement. Parce que quand moi, je n'ai pas d'argent à mettre sur le compte et que j'ouvre un compte courant juste parce qu'on me l'a demandé, mais si vous restez 2 ans sans mettre quelque chose dans le compte, vous risquez d'être à des moyens qui peuvent... Moi, ça m'est arrivé, un compte que je n'avais pas voulu fermer au niveau de la SGB, c'était en 2007. En 2019, je réactive le compte parce que j'avais, n'est-ce pas, un système de carte plan qui devait passer sur le compte, mais j'étais à moins 300 000 de frais à payer. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas fermé le compte, il y aura toujours des frais qui vont s'ajouter. Et pour pour un compte entreprise, c'est encore pire. Ah, bien sûr. Alors, il y a 2 options. Si vous décidez de ne plus utiliser le compte, il faut clôturer le compte. Et la clôture du compte, c'est gratuit maintenant depuis 2014. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Hein. Si vous voulez clôturer le compte, normalement, la banque ne doit vous demander rien. La clôture du compte est gratuite. Maintenant, avant de clôturer le compte, il faut que le compte soit à l'équilibre aussi. Vous ne pouvez pas demander à la banque de clôturer votre compte alors qu'il y a moins 100 000. Donc, il faut nécessairement mettre 100 000 pour équilibrer le compte. Et c'est sur la base de ça que maintenant, vous pouvez formuler une clôture de compte. Donc, la clôture de compte est gratuite. L'ouverture de compte est gratuite pour les comptes courants. Par contre, pour les comptes d'épargne, il y a ce qu'on appelle un montant déposit. Ça peut être 10 000 francs, ça peut être 50 000. Il y a même certaines banques qui proposent 50 000 francs pour un premier dépôt sur le compte d'épargne. OK? Pour le compte d'épargne. Mais pour le compte courant, vous ne payez aucun frais. Voilà, moi, c'est ça que je voulais comprendre. En fait. Qu'est-ce qui permet, par exemple, aux banques dans certains pays de pouvoir vous ouvrir un compte courant
gratuitement. Et de vous donner même une carte Visa gratuite. Oui. Et qu'ici au Sénégal, dès qu'on ouvre un compte, c'est fini. Il y a toujours des frais qui Alors, normalement, qu'est-ce dans qui ces justifie pays-là, ils ont réglementé. Il y a des lois. Par exemple, si vous prenez le cas de la France, ils ont utilisé même une technique de GPA, une gamme de produits de base. C'est-à-dire, dès l'instant où vous êtes un nouveau client, si vous n'avez pas de revenus, la banque vous ouvre un compte gratuitement, vous donne une carte. Ça peut être une carte de paiement qui vous permet de pouvoir faire des retraits. Et vous pouvez même accéder à ce qu'on appelle un service de chéquier. Ça, ces pays-là sont en avance. C'est-à-dire qu'ils ont réglé le problème des services bancaires de base. C'est-à-dire le minimum. C'est-à-dire c'est comme si on disait à une personne, c'est la consommation incompressible. Donc, ils considèrent que donc, pour un client, le minimum que vous devez avoir, parce que tout passe dans les transactions dans ces pays-là, vous ne verrez pas du cash. Donc, ils ont éliminé le cash dans le circuit. Et donc, tous les clients, même pour percevoir même son RMI, le revenu minimal, n'est-ce pas, qui est garanti, n'est-ce pas, au chômeur, normalement, ce revenu que vous devez percevoir, ça doit passer par la banque. Et donc, on vous donne droit à l'ouverture d'un compte, à une carte de paiement en chéquier. Malheureusement, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut qu'on règle déjà le problème des revenus déjà. Il faut qu'on règle le problème des revenus parce que vous ne pouvez pas demander à une personne d'ouvrir un compte, alors que si vous demandez d'ouvrir un compte, après les frais de tenue de compte vont être très élevés. Donc, qu'est-ce qui vient en premier, le problème des frais ou le problème des revenus? Les deux, hein. C'est les deux. Bon, la Banque centrale est en train de travailler sur ça. Je peux vous rassurer que plus tard, vous verrez qu'il y aura beaucoup de frais qui vont diminuer. Je ne vais pas quand même peut-être trop m'étendre sur ça, mais je sais que c'est quand même un processus qui est là. Parce qu'on travaille avec eux sur ça pour un peu normaliser les frais. Vous verrez que dans peut-être les prochaines années ou même les mois à venir, il y aura une normalisation sur beaucoup de frais. Les frais d'attestation d'engagement et les frais d'attestation de non-engagement sur les remboursements anticipés. OK, il y a des pénalités. Quand vous faites un remboursement anticipé, il faut savoir que ce n'est pas gratuit. La banque considère que vous êtes un bon client, mais elle va considérer que vous avez un peu faussé sa planification financière. C'est ça. Et souvent, elle peut vous demander des pénalités de 5 à 10% sur le capital restant dû. On est en train de ça. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est illégal à la limite. C'est illégal commercialement mais pourtant, ça figure sur le contrat. Malheureusement, les gens ne le disent pas. Ça figure sur la convention de crédit. C'est pourquoi, en tant que promoteur, ne signez jamais une convention de crédit dont vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. C'est ça, parce que ça peut être trop chargé pour vous. OK. La formalisation, donc attention au crédit en retard. Il faut vraiment être un bon client là. Alors, la banque va s'intéresser, ou le bailleur, à la formalisation de l'activité. La formalisation de l'activité, vous savez que, on l'a dit la dernière fois, la formalisation c'est au niveau juridique, mais c'est au niveau également structurel. Au niveau juridique, il faut que le minimum qu'on peut quand même retenir, c'est que le promoteur doit avoir au moins son statut juridique. Vous ne pouvez pas demander à une banque de vous prêter si la banque ne sait pas votre reconnaissance juridique. Entreprise individuelle, GIE, etc. Dans la formalisation également au niveau structurel, il y a quoi? Il faut avoir un minimum de compta. Vous avez fait un cours de comptabilité ici. Alors, on vous a dit que même quand vous êtes un promoteur, rien ne vous empêche d'avoir une petite comptabilité. Ça, le banquier va vous demander ça parce qu'il veut savoir les mouvements d'entrée et de sortie. Donc, dans la formalisation, il y a deux niveaux. La formalisation juridique, une reconnaissance juridique, et il y a ce qu'on appelle la formalisation structurelle, c'est-à-dire avoir une petite comptabilité, avoir également un personnel qui est reconnu, mais on ne peut pas du jour au lendemain changer de personnel. Leur signer un contrat,
Les déclarer, ça c'est le minimum. Ça donc c'est des aspects qu'il faut bien, n'est-ce pas, saisir et que le banquier ne badine pas avec ça. Parce que si vous ne faites pas de déclaration pour vos employés, ça peut être un risque pour la banque. Parce qu'un jour ou l'autre, vous pouvez être en ATD, avis de tierce détention. On bloque vos comptes. Si vous ne payez pas la fiscalité également, la banque craint que demain, vos comptes seront bloqués par les services fiscaux. Et c'est lui qui va perdre. Donc la formalisation, encore une fois, c'est au niveau juridique, au niveau fiscal et au niveau structurel. La prise de garantie, on va y revenir parce qu'on l'a dit, aucune banque n'accepte de vous donner de l'argent si vous n'avez pas une dose de garantie. OK? Donc ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Alors, sur maintenant les caractéristiques du crédit. Alors, il y a 4 éléments ou 4 paramètres qu'il faut bien noter lorsque on est dans la requête de financement. C'est-à-dire quel est le taux d'intérêt qui va être appliqué. Alors, le taux d'intérêt qui va être appliqué, c'est un taux d'intérêt et on va l'appeler ici le loyer de l'argent qui m'a été prêté par le bailleur. Donc, si on veut avoir une idée sur le taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent en pourcentage qui m'a été prêté par le bailleur de fonds. C'est-à-dire ce que maintenant je vais rembourser au bailleur lorsque il me donne son argent. Et sur le taux d'intérêt, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a 2 taux d'intérêt. Il y a ce qu'on appelle le taux d'intérêt nominal et il y a ce qu'on appelle le taux d'intérêt, le taux effectif global. Effectif global. C'est ce qu'on appelle le TEC. Le taux d'intérêt nominal, c'est le taux qui est affiché dans tous les panneaux publicitaires, tout ça, pour faire de la pub. C'est un taux commercial. Il faut se méfier de ce taux-là. Et souvent même, ils peuvent vous dire 6% astérisque. Astérisque, quand vous lisez en bas, ils vous disent que c'est des conditions, n'est-ce pas, commerciales. Il faut se rapprocher donc de votre chargé de clientèle pour avoir le taux de sortie. Donc attention à la publicité commerciale de ce taux-là. Souvent, beaucoup d'incompréhension proviennent de là. Vous pensez que le taux d'intérêt nominal, c'est le taux de sortie, alors que c'est totalement faux. Parce qu'entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt effectif global, il y a une distance géographique assez énorme. Alors, puisque le TEC, c'est égal à quoi? C'est ce taux nominal-là, plus maintenant les frais de dossier. OK? Parce que la banque considère que celui qui va instruire votre demande, on va lui faire travailler. Hein? Donc, c'est un coût. La banque également va charger ce qu'on appelle les commissions en assurance. Alors, ici, l'assurance que la banque va préférer toujours, c'est l'assurance vie. Alors, donc je répète, les frais de dossier, c'est des frais administratifs que la banque charge pour l'instruction de votre dossier. Maintenant, les commissions ou les primes d'assurance, c'est quoi? C'est le montant que vous payez avant la mise en place du crédit et qui vous assure contre le risque je vais l'appeler le risque de décès et le risque d'incapacité temporaire ou totale. Autrement dit,
pour être moins technique, la banque considère qu'on vous prête de l'argent aujourd'hui, mais demain, si la personne décède, on ne le souhaite pas, qui va me rembourser? Hein? La famille n'a pas contracté, sauf si c'est une maison hypothéquée. Donc la banque aura besoin quand même à ce que la personne continue à vivre. Maintenant, si ce n'est pas le cas, maintenant, il faut qu'on trouve une couverture en assurance à travers maintenant une compagnie d'assurance. Donc c'est une compagnie d'assurance qui va vendre maintenant la prime d'assurance au client. Vous lui dites que si vous décédez un jour, on ne le souhaite pas. Donc moi je m'engage en tant que compagnie d'assurance à payer le capital restant dû. Même si le crédit est sur 5 ans et que vous avez payé durant 3 ans, maintenant, à partir de la 4e année, la personne disparaît. Maintenant, la compagnie d'assurance va payer le capital restant dû, c'est-à-dire les 2 ans qui restent. C'est le même cas lorsque la personne subit un accident, c'est-à-dire a même une paralysie partielle ou totale, qui l'indispose, n'est-ce pas, à exercer, n'est-ce pas, une activité. Dans ce cas, le promoteur peut être, n'est-ce pas, remboursé par la compagnie d'assurance. Mais maintenant, la compagnie d'assurance va juste rembourser la banque, ok, sur le capital restant dû. Donc, ne minimisons pas les primes d'assurance. D'ailleurs, même si vous refusez de payer les primes d'assurance, la banque n'acceptera pas de vous donner le crédit. Oui? 2 questions en ligne. Oui? On prend les questions en ligne. Oui, on prend les questions en ligne en priorité et puis on continue, oui. Voilà. Donc, il y a Dame Diop qui demande quel est le taux d'intérêt que la BCEAO accorde aux institutions financières comme banques et mutuelles. Alors, le taux il faut savoir que les mutuelles n'ont pas accès à ce qu'on appelle la chambre de refinancement de la Banque centrale, parce qu'actuellement, les institutions de microfinance ne sont pas autorisées à accéder, n'est-ce pas, au refinancement de la Banque centrale. Mais il y a un projet qui est en cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, le projet va être opérationnel. Mais qu'en est-il, n'est-ce pas, pour les banques? Alors, pour les banques, il faut savoir que la Banque centrale fait ce qu'on appelle un guichet de prêt marginal en taux de 4%. 4%. Mais de moins en moins, les banques ont tendance à aller sur le guichet du prêt marginal parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions qui font que si vous ne respectez pas ces conditions-là, vous n'avez pas accès à la chambre de refinancement. C'est la raison pour laquelle les banques ont tendance plus à s'orienter vers le marché financier ou le marché monétaire. Parce que le refinancement de la Banque centrale est un refinancement qui est contraignant. C'est-à-dire 4% avec des exigences réglementaires. Vous devez respecter un certain nombre de ratios de solvabilité, de liquidité, etc. Ce n'est pas toutes les banques, n'est-ce pas, qui peuvent respecter ça. Ce qui fait que donc, les banques ont tendance à plus orienter leur stratégie de refinancement ailleurs. En prenant même les dépôts de la clientèle. Parce que les dépôts leur permettent de pouvoir augmenter leur capacité de refinancement. Mais juste peut-être éclairer que le refinancement à la Banque centrale, le minimum c'est 4%. D'accord. La deuxième question. Oui. Ça a été posé par Oga Diop depuis Tiwawan. Oui, Oga, oui. Il dit, est-ce qu'on peut avoir 2 comptes dans une même banque? Est-ce qu'on peut avoir 2 comptes? Oui, absolument. Dans une même banque. Absolument. Compte courant et compte épargne. Absolument. On peut. C'est bien possible. D'ailleurs, même, ça permet un peu l'un des comptes peut être un compte courant et l'autre le compte d'épargne. Maintenant, il peut y avoir une sorte de communication sous forme de virement entre le compte courant et le compte d'épargne. Maintenant, le compte d'épargne, c'est pour garder de l'argent et puis pour se faire un peu de rémunération pour les dépôts épargnés. Alors que le compte courant, c'est un compte, n'est-ce pas, qui capitalise les mouvements entrées et sorties. La différence, c'est que le compte courant, on peut avoir un prêt sur le compte courant, alors qu'on ne peut pas avoir de prêt sur le compte d'épargne. Ça aussi, c'est bon à savoir. Non? OK? Voilà. Mais un bon entrepreneur doit pouvoir disposer de 2 comptes. Le compte courant, pour capitaliser l'ensemble des flux de trésorerie et de sortie également.
mais le compte d'épargne qui vous permet de constituer plus tard des dépôts ou des DAT. OK? C'est bien possible. Hein?